Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition de la rétrospective environnementale. Tout de suite, les titres. La direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières de Logou dans la région des Plateaux a fait le rapport de la politique environnementale du reboisement aux acteurs impliqués. Au total, 228 340 plants ont été mis en terre dans cette préfecture au cours de l'année 2024. Les précisions dans ce journal. Une nouvelle éruption volcanique est survenue en Islande dans la péninsule de Reykjanes. C'est la 6e éruption depuis le début de l'année. Les détails à suivre. Et puis l'Inde suffoque sous une pollution atmosphérique sans précédent. Les écoles ont été fermées dans la capitale New Delhi et la circulation également restreinte. La direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières de Logou a dressé un bilan à mi-parcours de la politique environnementale en matière de reboisement. Selon le bilan, 228 340 plants ont été mis en terre dans cette préfecture en 2024. Cette initiative organisée par les MRF vise à apprécier le travail abattu et à inviter les acteurs impliqués à apporter leur appui pour la réussite de la campagne de reboisement au Togo. Irène Papadina nous en dit plus. Au Togo, le gouvernement ambitionne d'atteindre un taux de couvert forestier de 25% en 2025 et mettre en terre 1 milliard de plantes d'ici 2030. C'est dans ce cadre que la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières de Logou, avec l'appui technique de la direction régionale de l'environnement des Plateaux, a présenté aux acteurs impliqués lors d'un atelier le mercredi 13 novembre à Atakpami le bilan à mi-parcours de la politique environnementale en matière de reboisement. Selon le bilan, 228 340 plants sur une superficie de 223,95 hectares ont été mis en terre au cours de cette année 2024 dans la préfecture de Logou. L'objectif de cet atelier est d'apprécier le travail abattu et d'inviter tous les acteurs impliqués à apporter leur appui pour la réussite de la campagne de reboisement. Les travaux se sont déroulés en présence des maires et des élus locaux, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, les responsables d'ONG et les pépiniéristes. Les résultats de la campagne ont été présentés par le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières de Logou, le commandant Urobangna Solizama. Les efforts sont en train d'être faits à tous les niveaux. Nous constatons de plus en plus qu'il y a de l'engouement et comparativement aux résultats antérieurs, chaque année que nous voyons les résultats, les efforts sont dédoublés, ce qui permet de se dire que l'objectif peut être atteint. Et cela également est attesté par les différents suivis que nous avons faits sur le terrain. Nous avons généralement vu les plans des années antérieures qui sont bien en forme, des réalisations qui ont été une réussite. Et donc, le constat également, c'est le site sur lequel nous sommes. Les plans ont été bien entretenus. Le bilan met en relief la production et la distribution des plants, puis la situation des opérations de reboisement. Avec ce rendement, la préfecture de Logou occupe sur le plan régional la 8e place sur les 12 préfectures des Plateaux. À l'issue de cette présentation, des approches de solutions ont été proposées pour booster les opérations de reboisement. La rencontre a pris fin avec la visite d'un site reboisé à la direction régionale de l'environnement. Le secrétaire général de la préfecture de Logou, Kondok Bapou, a salué les efforts du gouvernement en matière de protection et de promotion de l'environnement pour lutter contre les changements climatiques. Un atelier national visant à renforcer la gestion des urgences animales a été initié par le gouvernement togolais en collaboration avec la FAO. L'objectif de cette rencontre était d'améliorer les capacités des services vétérinaires face aux urgences sanitaires. Les détails avec Francesca Dissou. Depuis 2007, le Togo fait face à des épidémies récurrentes de grippe aviaire menaçant l'élevage et la sécurité alimentaire.
Pour mieux anticiper ces crises, un atelier national a été organisé le 11 novembre 2024 en partenariat avec la FAO dans le cadre du projet Propulse Togo. Ce programme vise à renforcer les capacités des services vétérinaires pour répondre efficacement aux urgences sanitaires comme l'épidémie de 2023 à Benakopé dans la région maritime. L'atelier est structuré autour de 4 phases à savoir prévention, alerte, gestion et reconstruction. Il a rassemblé des acteurs locaux et des partenaires internationaux. Le Togo connaît la grippe aviaire. On a aussi la peste porcine africaine et d'autres maladies qui peuvent passer des animaux aux humains. Comment se préparer plus pour faire face à ces urgences? Et à la fin, nous allons prendre le cas spécifique de la grippe aviaire et on va doter le Togo d'un plan de préparation et d'intervention en cas d'urgence en suivant cette méthodologie-là. Les défis auxquels fait face le sous-secteur de l'élevage sont nombreux et complexes. Soucieux de cette situation, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essodouna Singbe, a bien voulu doter ce sous-secteur de ressources et structures dédiées afin non seulement de booster les productions animales, mais surtout de renforcer significativement nos capacités à répondre efficacement aux défis liés à la gestion des urgences sanitaires. Je vous invite à participer activement aux discussions et à des échanges fructueux. Notre objectif est qu'à l'issue de cet atelier, nous puissions élaborer un plan d'action concret, structuré autour d'étapes à court, moyen et long terme, pour améliorer la gestion des urgences de santé animale au Togo. Selon le ministre d'État chargé des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le général Yak Damran, la stratégie Une seule santé, qui lie les dimensions humaines, animales et environnementales, est essentielle pour une réponse coordonnée et durable face aux crises. À l'issue des 5 jours de l'atelier, un plan d'action a été élaboré pour renforcer la résilience du Togo face aux crises sanitaires futures, protégeant ainsi les populations et le secteur agricole. Le Togo intensifie ses efforts pour améliorer la compétitivité de ses produits agroalimentaires à l'échelle nationale. Une vingtaine d'experts nationaux ont pris part à une formation sur les normes CEDEAO du 19 novembre au 22 novembre dernier. Dans ce cadre, cette session de formation a été initiée par la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement en collaboration avec les programmes des Nations Unies pour le développement. Pour en parler, Honoré Kata. Une vingtaine d'acteurs nationaux encadrés par la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement participent à une formation sur les normes CEDEAO et les référentiels de qualité axés sur les méthodes d'analyse des dangers et maîtrise des risques ainsi que les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Cette session ouverte du mardi 19 au vendredi 22 novembre a pour but de renforcer les compétences des experts nationaux dans le domaine de la certification agroalimentaire et améliorer la compétitivité des produits togolais à l'international. S'inscrivant dans le cadre du projet d'appui à la croissance inclusive, résiliente et créatrice d'emplois, cette initiative vise à créer une base solide d'experts capables d'accompagner les très petites et moyennes entreprises dans leur démarche et de garantir la conformité des produits aux standards internationaux. Ce programme est d'autant plus pertinent qu'il survient peu après la validation d'un référentiel de certification pour les produits agroalimentaires transformés, quand une étape significative dans la stratégie de modernisation et d'expansion des entreprises locales. La déclaration du président de la HOC met en lumière l'urgence et l'importance de cet effort collectif pour une compétitivité durable. Ce projet illustre l'ambition de positionner le Togo comme un acteur clé sur le marché agroalimentaire international. Agronome de formation, Jean-Charles Aminyona Sossou est un jeune Togolais qui milite pour la cause environnementale à travers l'agroécologie. Il a su mettre en place avec d'autres jeunes une association de développement dénommée Eco-Impact dont il est à la tête.
Cette association a pour objectif de contribuer à la protection de l'environnement, à la conservation de la biodiversité et à la promotion de l'agroécologie. Voyons cela avec Léonce Sargo. Le jeune Togolais Jean-Charles Amegnon Sossou est un passionné de l'agriculture dès son plus jeune âge. Son défi est de trouver des solutions à la dégradation des sols et une alimentation saine à travers la vulgarisation des pratiques agroécologiques. C'est dans ce sens qu'il a créé l'association Eco-Impact qui œuvre pour la protection de l'environnement par la promotion de l'agroécologie. Depuis quelques années, il a lancé une initiative dénommée École paysanne d'agroécologie EPA qui lui a permis de former des milliers d'agriculteurs et techniciens agricoles. Grâce à l'application des pratiques agroécologiques qu'il enseigne, on remarque déjà une avancée dans la restauration des sols et l'augmentation de la production agricole. Il y a aussi la lutte contre les changements climatiques et la création des emplois pour les apprenants de son école qui sont désormais des formateurs. L'impact et l'engagement des actions de Sossou en faveur de la promotion de l'agroécologie lui a valu des reconnaissances. En 2022, il a été primé au 6e trophée Initiative Climat Afrique francophone ICAF pour sa promotion des pratiques agroécologiques au Togo et dans la sous-région ouest africaine à travers l'école paysanne agroécologique. En début de cette année, grâce à cette même école, il a été primé pour son ferme engagement en faveur de l'environnement lors de la 6e édition de Togo Top Impact. Malgré les difficultés auxquelles fait face le secteur agroécologique, ces prix viennent confirmer l'influence des actions de Jean-Charles Sossou sur l'environnement et dans le développement durable. À Bambouaka, dans la région des Savanes au Togo, s'est tenu un atelier de formation sur la gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides. Cette rencontre a été organisée la semaine dernière par l'association Jeunesse en Action conjuguée pour le développement durable. Elle a pour but d'identifier les chaînes de valeur les plus adaptées afin de fournir un soutien matériel aux communautés pour leur activité génératrice de revenus. Les explications de Irène Papadia. Dans le cadre du projet de gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo, l'association Jeunesse en Action conjuguée pour le développement durable, JACDD, s'engage aux côtés du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour optimiser les chaînes de valeur agricoles et agroforestières dans les régions de la Kara et des Savanes. Avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial FEM et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet cible la restauration des terres dégradées, la préservation de la biodiversité et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales de ces zones semi-arides. Selon Nassakou Ibrahim, directeur exécutif du JACDD, l'association s'appuie sur une approche participative pour favoriser une véritable appropriation locale. En effet, ces échanges ont pour objectif d'identifier les chaînes de valeur les plus adaptées afin de fournir un soutien en matériel et en équipement aux communautés pour leur activité génératrice de revenus. L'association JACDD utilise le concept de chaîne de valeur développé par Michael Porter pour encourager des pratiques agricoles et agroforestières respectueuses de l'environnement. Les produits agricoles des chaînes de valeur dans les régions de la Kara et des Savanes visent non seulement à répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux, mais aussi à garantir une durabilité à long terme des ressources naturelles. L'une des priorités du projet est de promouvoir la production du bois d'énergie afin de réduire la pression exercée sur le stock de bois disponible des aires protégées. Les communautés locales peuvent ainsi améliorer leurs conditions de vie tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Avec l'optimisation des chaînes de valeur agricoles et agroforestières, les résultats attendus sont prometteurs. Ce projet pourrait transformer les pratiques locales et encourager les investissements durables dans les régions de la Kara et des Savanes. À terme, l'initiative de JACDD pourrait devenir un modèle inspirant pour d'autres zones semi-arides d'Afrique qui, elles aussi, sont confrontées aux défis du changement climatique et de la dégradation des terres.
L'Afrique est durement frappée par les catastrophes climatiques extrêmes avec 45% des pays en alerte précoce, alors que seulement 4% des budgets nationaux sont alloués à la préservation de l'environnement. Un appel est lancé par l'organisation panafricaine aux États africains afin d'intensifier leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. Honoré Kata. L'Afrique figure parmi les continents les plus exposés aux catastrophes climatiques. En août 2024, des inondations au Nigeria ont affecté 1,2 million de personnes, un chiffre comparable au nombre de victimes de la sécheresse qui a frappé la Namibie entre avril et juin. Ces événements illustrent l'ampleur des risques climatiques auxquels le continent est confronté. Nous exhortons nos parlementaires à continuer de défendre la formulation de politiques et de législations efficaces et efficientes en matière de gestion de risques de catastrophes dans nos pays à travers divers organismes continentaux et régionaux, en introduisant et en soutenant activement des projets de loi qui favorisent l'intégration de la réduction des risques de catastrophes, garantissant des allocations budgétaires adéquates pour l'initiative dans une approche multisectorielle et holistique. Actuellement, 45% des pays africains disposent d'un système d'alerte précoce et seuls 32 ont mis en place des outils de suivi des données pour évaluer précisément les risques climatiques. Malgré ces défis, à peine 4% des budgets nationaux sont consacrés à la gestion des catastrophes naturelles. En tant qu'État membre, c'est à nous l'honneur de veiller à ne pas être pris au dépourvu ni préparé. Nous devons honorer le changement de paradigme consistant à être proactif et non réactif dans nos engagements visant à faire face à ces graves risques de catastrophes et à renforcer la résilience de nos pays afin de protéger nos communautés et garantir que nos aspirations de développement à long terme ne déraillent pas. L'organisation panafricaine appelle donc à une action collective immédiate des communautés économiques régionales, des autorités locales et privées afin de renforcer la résilience des États et intégrer des systèmes de gestion des risques plus performants. D'ici 2040, les températures devraient s'élever à 35 degrés Celsius en moyenne pendant 61 jours, un chiffre 4 fois plus élevé, révèlent les experts. Dans l'actualité également, face aux inondations récurrentes aux États-Unis, une solution audacieuse s'impose. Il s'agit de restituer les terres à la mer qui émerge. Cette stratégie pourrait révolutionner la gestion des risques climatiques dans ce pays. Léon Sabo nous en dit plus. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Royaume-Uni depuis des mois montrent à quel point le pays est vulnérable aux inondations. Une équipe pluridisciplinaire propose une solution radicale face aux difficultés à contenir la montée des eaux. Il s'agit de rendre certaines terres à la mer. Cette nouvelle expérimentation, effectuée dans le Somerset, pourrait bien redéfinir la lutte contre les inondations à l'ère du changement climatique. Le Royaume-Uni est en proie à une situation météorologique inquiétante. En septembre, certaines régions d'Angleterre ont reçu l'équivalent de mois de pluie en une seule journée. Le plus grave est que les 18 mois qui ont précédé celui de mars 2024 ont été les plus humides jamais enregistrés dans l'histoire du pays, avec des conséquences désastreuses telles que la submersion des champs agricoles, la destruction de nombreuses habitations et l'isolation temporaire de certains villages. Tenant compte de cette réalité, les experts ont conclu que les méthodes traditionnelles de protection contre les inondations ne sont plus suffisantes. Les digues, les barrières de marée et les bancs de sable ne sont plus en mesure de protéger les populations côtières. En réponse à cette urgence, une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de conservationnistes a élaboré une audacieuse stratégie sur la péninsule de Sturt dans le Somerset. L'idée est de créer intentionnellement des zones inondables pour protéger l'arrière-pays. La conservationniste en charge des zones humides de Sturt Matthias, Alice Laver, explique que le fait de restituer certaines terres à la mer crée un tampon naturel qui absorbe le trop-plein d'eau et protège les zones habitées à l'intérieur des terres. Cette méthode, appelée Managed Relegement ou recul contrôlé, présente des avantages, à savoir la protection contre les inondations, la restauration écologique et la captation de carbone. Selon les experts, grâce au succès de cette expérience, elle pourrait être adaptée à d'autres régions côtières du Royaume-Uni, voire à d'autres pays européens confrontés aux mêmes défis.
Cette approche présente des challenges comme la réallocation des terres agricoles ou habitées, les investissements initiaux importants et l'acceptation sociale et la politique du concept de retrait stratégique. Le recul contrôlé s'inscrit dans une logique de coopération avec la nature plutôt que de confrontation. Il pourrait bien représenter l'avenir de la gestion des risques climatiques en zone côtière. Au lieu de chercher à dominer la nature, la technique propose de travailler en symbiose avec les processus naturels pour protéger les populations. Alors que le Royaume-Uni et d'autres nations côtières font face à des défis climatiques sans pareil, l'expérience de Steve Matters est une lueur d'espoir. Rétablir radicalement notre relation avec l'environnement pourrait non seulement nous protéger des catastrophes naturelles, mais aussi contribuer à la restauration des écosystèmes et à la lutte contre les changements climatiques. Au total, 25 pays se sont engagés à la COP29 en Azerbaïdjan à mettre fin aux centrales à charbon. Cette décision volontaire de ces pays encourage d'autres pays à sortir également de l'utilisation des énergies fossiles. Suivant. Alors que la COP29 touche à sa fin, des décisions importantes font irruption. 25 pays se sont engagés le 20 novembre 2024 à mettre fin aux centrales à charbon. Ils ont décidé à ce que leur prochain plan climatique ne comprenne aucune nouvelle centrale à charbon sans captage de CO2. En effet, le charbon émet plus de CO2 dans l'atmosphère que le gaz et le pétrole et son exploitation continue d'augmenter dans le monde. Ope Oxtra, chargé du climat à la Commission européenne qui a signé l'appel, souligne que l'engagement à lancer la transition vers la sortie des combustibles fossiles doit se concrétiser par des actions réelles sur le terrain. Le secrétaire britannique à l'énergie, Ed Miliband, présent aussi à Bakou, demande également que les nouveaux projets de charbon doivent cesser. Parmi les pays signataires de cet engagement figurent l'Angola, l'Ouganda et l'Éthiopie. Les ONG ont salué la signature en particulier de l'Australie, dont le nouveau gouvernement travailliste au pouvoir depuis 2022 est ambitieux sur le climat. En Islande, un volcan est entré en éruption dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier dans la péninsule de Reykjanes au sud-ouest du pays. Aucun dégât n'a été déploré. C'est la 6e fois que ce phénomène naturel survient dans l'année après 8 siècles selon les services météorologiques. Les images. C'est la 6e fois qu'un volcan entre en éruption dans la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de l'Islande. En effet, cette éruption volcanique a débuté à 23h, 14h GMT dans la nuit du 20 au 21 novembre 2024, selon le communiqué du Bureau météorologique islandais. Les autorités islandaises avaient averti la population du risque imminent de cette activité volcanique dans la péninsule, alors que du magma s'y accumulait, selon l'agence de presse Reuters. Heureusement, cette éruption n'a ni affecté la capitale islandaise, ni perturbé le trafic aérien. La péninsule de Reykjanes n'avait pas connu d'éruption pendant 8 siècles jusqu'en mars 2021, mais plusieurs éruptions ont eu lieu cette année. La dernière remontait au 23 août dernier. Les autorités ont érigé des barrières pour empêcher les coulées de lave d'atteindre la ville portuaire de Grindavik, d'où la plupart des habitants ont dû être évacués depuis la fin 2023, a précisé l'agence. Les volcanologues ont aussi affirmé que l'activité volcanique sur la péninsule est entrée dans une nouvelle ère et qu'elle pourrait se poursuivre pendant des décennies. L'Inde est également confrontée à un nouveau pic de pollution de l'air depuis le 18 novembre dernier. À New Delhi, la capitale, la situation avait engendré la fermeture des écoles. La circulation était également restreinte. Cette pollution est provoquée par les fumées des usines, le trafic routier et les brûlis agricoles saisonnières. Voyons cela avec Vivas Aman. New Delhi, la capitale de l'Inde, est noyée sous un brouillard opaque. Il est même presque impossible de voir les bâtiments et les monuments emblématiques de la ville. La pollution atmosphérique a atteint
un nouveau pic avec des niveaux 60 fois supérieurs aux normes internationales recommandées par l'OMS. Nous devons utiliser des masques lorsque nous sortons faire des promenades matinales et nous ne devons quitter nos maisons que lorsque c'est extrêmement important. Il vaut mieux ne pas sortir du tout car la pollution est extrêmement grave. L'air est irrespirable et même dans les transports, il est très difficile de travailler. C'est difficile avec toute la poussière qui pénètre dans mes yeux et dangereux pour ma santé. Les autorités du pays ont fermé les écoles face aux dangers et aux risques de cette pollution exponentielle. Cette dernière n'est pas surprenante. En effet, l'Inde est souvent confrontée à des pollutions de ce genre au début de chaque hiver depuis des années. Cette triste situation est provoquée par les émissions de gaz polluants des industries, des engins motorisés en circulation et des brûlis agricoles. La population, exaspérée par tout cela, invite le gouvernement fédéral à agir. Le gouvernement devrait prendre des mesures pour faire face à la situation. Il devrait promouvoir l'utilisation des transports publics plutôt que des véhicules privés, une bonne gestion des déchets pour diminuer la pollution. Les Indiens sont invités à réduire leurs déplacements aux besoins essentiels afin de mieux se protéger. Notons que le Pakistan voisin est aussi asphyxié par un brouillard toxique. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous. À Green TV International, we revive the environment.